Donc, bonjour à tous. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la vie des galaxies. Comme vous le voyez déjà, nous avons une simulation qui tourne sur, la formation des galaxies à partir d'un univers homogène, comme vous voyez au départ, complètement homogène. Et cette simulation sur ordinateur est celle d'un petit cube d'univers où vous avez des grandes structures, des filaments, et c'est dans ces filaments cosmiques de matière ordinaire, matière noire, que se forment les galaxies, dont vous voyez un exemple ici. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une galaxie? Une galaxie, c'est un ensemble de gaz, d'étoiles, de poussières. Donc le gaz, c'est essentiellement de l'hydrogène au départ, c'est la grande majeure partie du gaz dans l'univers, et puis de l'hélium. L'hélium est formé dans le Big Bang, au début, dans les premières minutes du Big Bang, vous avez des réactions nucléaires qui vont former de l'hélium, des petites molécules, enfin des petits atomes, lithium aussi, deutérium, les premiers éléments dans les premières minutes. Et l'hélium, c'est très intéressant parce qu'il y en a 10% en nombre, mais 25% en masse. Et puis, vous avez d'autres éléments qui vont être formés par la suite, qu'on appelle métaux en astrophysique, carbone, azote, oxygène, etc., jusqu'au fer. Ceux-là, ils se forment dans les étoiles. Une fois que les étoiles sont formées, les réactions nucléaires, comme dans le Soleil par exemple, vont former des éléments beaucoup plus lourds, et ça prend des milliards d'années. Donc les galaxies sont formées de milliards, 200 à 300 milliards d'étoiles, comme dans la Voie lactée. Alors c'est un chiffre qui est de façon par hasard exactement égal au nombre de neurones qu'il y a dans le cerveau. Donc vous voyez qu'il y a un lien entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il y a aussi pas mal de poussière faites de petits grains de 0,5 microns de diamètre et qui sont des siliciums, des silicates et aussi du carbone, des molécules organiques très importantes comme la suie par exemple, ça ressemble un peu à de la suie. Et ces poussières sont là elles obscurcissent, on les voit très bien, les étoiles qui rayonnent derrière. Ici, vous avez une vue de notre galaxie, la Voie lactée, que l'on voit par la tranche, puisqu'on est à l'intérieur. Et comme vous le voyez, essentiellement, c'est de la poussière que l'on voit. On voit le premier bras spiral et puis la poussière qui obscurcit la lumière visible, en tout cas. Et puis, si on avait une vision de haut, on verrait notre galaxie comme cela. Vous avez ici une barre et des bras spiraux et des étoiles en formation au bord. Donc, voici ce que c'est une galaxie. Des étoiles, du gaz, de la poussière, et puis beaucoup de matière noire. Alors, qu'est-ce que c'est que cette matière noire? On n'en sait rien. On l'observe parce qu'elle a une manifestation dynamique. On regarde toutes les étoiles de gaz qui tournent autour du centre de galaxie, comme ici. Cette matière est animée d'un mouvement un peu comme un disque. C'est un disque en rotation. Et donc, la matière qui tourne a une force centrifuge qui doit être compensée par une force attractive. Et cette force attractive, quand on regarde toute la masse visible que nous avons avec les étoiles de gaz, ça ne suffit pas. Il faut rajouter beaucoup de matière invisible qui est là pour assurer l'équilibre de la galaxie. Et de même pour les amas de galaxies et pour tout l'univers, on a besoin de beaucoup de matière noire. Cette matière noire, ou invisible en fait, elle n'est pas noire. On dit noire parce qu'elle ne rayonne pas. Elle n'interagit pas du tout avec les photons de lumière, mais elle est invisible et peut-être s'il y en a dans cette salle, vous ne la voyez pas. Donc c'est quelque chose de transparent qui passe au travers de tout. On ne sait pas en fait de quoi elle est faite et si en fait c'est un grand mystère depuis des dizaines d'années. Donc voici ce qu'est une galaxie. Il y en a un grand nombre de galaxies. Ici vous voyez toutes les sortes possibles de galaxies. Ce diagramme qu'on appelle diapason, puisqu'il représente une fourchette en fait, et il a été établi par Hubble dans les années 1920-1930. Il faut dire aussi que les galaxies, on ne les connaît que depuis 1930. En fait, avant, on ne savait pas que les galaxies existaient. Les astronomes avaient bien vu des nébuleuses dans le ciel, c'est-à-dire des objets qui n'étaient pas ponctuels comme les étoiles, on l'appelait nébuleuses. Et toutes ces nébuleuses, alors il y a des nébuleuses qui sont comme la nébuleuse d'Orion, par exemple, des nuages de gaz ionisé dans la Voie lactée. Et puis, on avait appelé la nébuleuse d'Andromède, qui en fait est une galaxie extérieure à la nôtre. Mais ça, on ne le savait pas au départ parce qu'il est très difficile en astronomie d'avoir la distance des objets. Et donc, tout se projette sur le ciel, et si on n'a pas un indicateur de distance, on ne pouvait pas savoir. Donc, ces galaxies, on a compris à peu près en 1920, il y avait un grand débat
pour savoir si les mondes à part, comme les galaxies, existaient. Et vous voyez que galaxie, ça vient de Voie lactée. La Voie lactée, au départ, c'était une voie qui ressemblait à du lait, en fait une grande voie qu'on voit dans le ciel. On l'appelait Voie lactée et on a appelé galaxie justement parce que, comme la Voie lactée, c'est un monde à part, exactement égal à notre galaxie. Et donc ce mot galaxie est intervenu en 1920. Vous voyez, c'est quand même assez récent, ça fait un siècle ou un peu moins. Si on regarde, c'est qu'en 1930 qu'on a été convaincu que les galaxies existaient. Donc à partir de 1930, on a pu les classifier. Les classifier, vous voyez qu'il y en a qui sont spirales, qui sont en rotation, sont des disques en rotation avec des bras spiraux. Il y a deux branches. Pourquoi? Parce qu'il y en a une avec des barres. La barre, ce qu'on appelle, c'est une barre d'étoiles ici, où les bras spiraux commencent à partir de la barre. Vous en voyez des exemples ici, une barre et puis des bras spiraux. Et puis certains n'ont pas de barre. Et en fait, la principale catégorie de galaxies est barrée. Il y a 2 tiers des galaxies sont barrées et le tiers n'est pas barré. Et puis ensuite, on a des galaxies elliptiques on ne sait pas s'ils tournent ou pas. Ils n'ont pas de gaz. Vous voyez que le bleu ici, ce sont les étoiles nouvelles qui viennent de se former à partir du gaz. Ils ont une couleur bleue parce que la température de ces étoiles est très forte, 40 000 degrés par exemple. Le Soleil est jaune parce que la température de surface est de 5 000 degrés. Donc ici, on n'a que des étoiles vieilles, un peu comme le Soleil, qui peut vivre jusqu'à 10 milliards d'années. Et on n'a pas de gaz, donc c'est galaxies elliptiques. Et puis, on les a classifiées parce que certaines apparaissent aplaties. Elles sont aplaties pas plus qu'un rapport 0,7 entre les deux axes. Et puis, parfois, elles apparaissent circulaires. Peut-être elles sont aplaties, mais on les voit de face. Donc, tout ceci a été possible parce qu'on a eu un indicateur de distance. Alors, le premier indicateur de distance a été donné par Henrietta Leavitt, qui a observé les céphéides, les étoiles variables. Et ces étoiles variables, elle a remarqué que la période des étoiles était proportionnelle à la luminosité intrinsèque de l'étoile. Alors quand on a la luminosité apparente de l'étoile, on peut en déduire, rien qu'en regardant la courbe de luminosité, qui peut durer quelques jours, 10 jours, un mois, on peut regarder quelle est la luminosité intrinsèque et en déduire la distance. Et c'est ainsi que Hubble a pu voir que dans Andromède, il y avait des céphéides, et a pu voir que sa distance était 2 millions d'années-lumière de nous, et donc ça pouvait être que dans une galaxie extérieure. Et après, on a aussi, dans les années 1920-1930, remarqué que toutes les galaxies autour de nous étaient en récession. C'est-à-dire qu'elles s'éloignent de nous avec une grande vitesse, très souvent 2000 km par seconde. Et donc, cette vitesse de récession, on a remarqué, et Hubble a remarqué en 1930, qu'elle était proportionnelle à la distance. Donc, la distance de toutes les galaxies, à partir de là, a pu être faite en regardant le spectre d'une galaxie, regardant le décalage vers le rouge dû à cette vitesse et ensuite en déduire la distance. Alors, notre Voie lactée, la voici, vous la voyez seulement par la tranche. Si vous l'aviez vue de dessus, ça c'est une vue d'artiste bien sûr, mais qui reprend tout ce qu'on connaît sur la Voie lactée, car on a du gaz, on a beaucoup d'observations d'étoiles, on peut savoir un peu quelle est sa forme. Donc elle est barrée, il y a une barre ici. Il y a des bras spiraux. Le Soleil est ici en jaune. Vous voyez qu'on est au milieu du disque de galaxie. Et pour vous donner les distances, ici, le diamètre est de 100 000 années-lumière. Et chaque galaxie a aussi un trou noir supermassif au centre. Ici, il est un peu exagéré, bien sûr. Mais ce trou noir, qui a plutôt l'aspect ponctuel, il est dans notre galaxie assez petit. Il fait 4 millions de masses solaires. Dans d'autres galaxies, comme dans Messier 87 par exemple, nous pouvons avoir 6 milliards de masses solaires. Donc chaque galaxie a en son centre un trou noir qu'on appelle trou noir supermassif, car il n'est beaucoup plus massif qu'une étoile. Donc ce que l'on voit, pour voir un petit peu le centre de la galaxie, il faudrait passer en infrarouge. Vous avez ici une vue de notre propre galaxie en optique. Et comme je vous le disais, on ne voit rien parce qu'il y a la poussière qui absorbe le rayonnement des étoiles au-delà. Pourquoi? Parce que la poussière, c'est 0,5 micron de taille et la longueur d'onde visible, c'est 0,5 micron aussi de longueur d'onde. Donc la poussière résonne avec la longueur d'onde et absorbe tout. Par contre, si vous regardez la galaxie à 2 microns de longueur d'onde, donc dans l'infrarouge proche, vous pouvez traverser la lumière. Il y a encore un petit peu de poussière, de grains de poussière qui doivent peut-être être à 2 microns. Mais on le voit un petit peu ici. Mais vous voyez une sorte de fisheye, en fait, de vision. Alors ça, c'est une photo prise en infrarouge proche. Vous voyez qu'il y a un bulbe et un disque très plat.
d'étoiles qui tournent. Et puis, ce que vous voyez ici, c'est la barre, en fait, la barre au centre, qui est, un côté est plus grand que l'autre, parce que vous avez un effet de perspective, et la barre qui s'approche est plus grande dans le côté qui vient vers nous. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a bien une barre dans la Voie lactée. Alors, comment se forment ces barres? Alors, je vais vous montrer une petite simulation de galaxies, ici, qui est représentée. Pour l'instant, c'est fixe, avec plusieurs périodes. On va commencer avec un disque de points dans l'ordinateur qui est complètement homogène. Et ce qui va se passer, c'est que la gravité, uniquement les forces de gravité, vont rendre le disque instable. Vous l'avez ici en étoile, ici en gaz. Évidemment, les deux sont au même endroit. On les a séparés juste pour mieux voir. Et la différence entre gaz et étoile, c'est que les étoiles ne se rentrent jamais dedans. Enfin, il n'y a aucune collision entre étoiles, donc ils ne peuvent pas perdre de l'énergie. Et le gaz, par contre, est dissipatif. Les nuages de gaz rentrent en collision, dissipent l'énergie et perdent de l'énergie, donc refroidissent en quelque sorte, ils deviennent froids. Quand le gaz est froid, il peut avoir des perturbations spirales, comme vous allez le voir ici. La suite vient ici, c'est-à-dire que vous avez une barre qui va se former dans les étoiles par cette instabilité, et le gaz, lui, va suivre un petit peu la barre des étoiles, mais va continuer à former des spirales. Donc ce qu'on sait, c'est que pour avoir une galaxie spirale, il faut avoir beaucoup de gaz. S'il n'y a plus de gaz dans la galaxie, les étoiles elles-mêmes, toutes seules, vont chauffer. Elles ne rentrent pas en collision, elles ne peuvent pas perdre d'énergie par collision, donc elles vont chauffer et les bras spiraux vont disparaître. Donc ce que vous voyez ici, vous pouvez le voir dans cette animation. Vous voyez qu'on démarre avec un disque homogène d'étoiles et de gaz, et puis peu à peu, les bras spiraux vont emporter le moment angulaire qu'il faut évacuer pour que toute la masse puisse se concentrer au centre. Et à ce moment-là, les bras spiraux vont donner une barre d'étoiles. Et dans le gaz, on va continuer à être instable, c'est beaucoup plus froid, en former des bras spiraux. Donc vous voyez, les bras spiraux continuent, on a une résonance en fonction de l'anneau ici, mais dans les étoiles, on n'a plus qu'une barre et une spirale. Donc voilà comment se forment les galaxies spirales barrées, et on voit bien que toutes, au départ, sont spirales barrées. La barre disparaît ensuite par des phénomènes, on verra, de feedback, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Alors, toutes ces galaxies, comme je disais au départ, avec les filaments cosmiques, se forment dans les filaments. Ici, vous avez une vision de la Voie lactée, en infrarouge proche, et puis aussi de toutes les autres galaxies que l'on voit dans le ciel. Chaque couleur correspond à un décalage vers le rouge. Alors, décalage vers le rouge, comme je vous le disais, vu l'expansion de l'univers, qui représente toutes les galaxies qui s'éloignent de nous dans cette expansion, eh bien, ce décalage vers le rouge, qu'on appelle redshift en anglais, ça va beaucoup plus vite. Donc, ce redshift, je prendrai la convention de le dire, et chaque couleur est un redshift donné, c'est-à-dire une distance donnée. Donc, vous voyez par exemple un amas de galaxies, ici c'est l'amas de la Vierge, ici vous avez l'amas de Coma, vous avez la nébuleuse d'Andromède qui est ici, c'est une galaxie. Hein. Vous avez des tas, on voyait que l'univers n'est pas homogène du tout et qu'il y a des concentrations, des agglomérations, des filaments, et que les galaxies se forment dans ces filaments. On peut faire justement une cartographie de ces filaments. Ça a été fait déjà il y a quelques dizaines d'années, de façon très très lente à l'époque. Il faut faire le spectre de chaque galaxie, hein, c'est des galaxies lointaines, il faut faire le spectre. À l'époque, il y avait des fentes, et on faisait le spectre d'une galaxie toutes les 2 heures, donc ça prenait un temps fou. Et ça a pris au moins 10 ou 20 ans pour faire cette carte ici, que vous voyez. Alors ici, c'est une tranche d'univers. Ce que vous voyez là, c'est une dimension en position. Nous sommes évidemment à l'axe ici, le Soleil est ici, l'observateur, et la dimension, la profondeur est due à la distance que l'on déduit du décalage vers le rouge, donc du redshift. Donc ici, ce qu'on voit, c'est qu'il y a bien des filaments, et dans tous les sens, et qu'il y a aussi de grands vides qui ressemblent aux filaments que l'on avait dans la simulation au départ, hein, les filaments cosmiques, qui correspondent bien à ce qu'on voit. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu il y a un certain temps, une dizaine d'années, aujourd'hui on a des surveys beaucoup plus rapides, on a des instruments avec des spectros multi-objets, donc on peut faire 1000 objets d'un coup, avec chaque pixel a des fibres optiques qui mènent vers un spectrographe, donc on peut faire un spectre à chaque pixel. Donc on a en quelque sorte quelque chose à 3 dimensions et qui permet d'aller beaucoup plus vite. Vous pouvez faire 1000 galaxies par nuit. Donc on a aujourd'hui des millions et des millions de galaxies. On peut voir que ce petit était ici. Hein. Là on a
énormément augmenté la profondeur. Ici, on voit, alors ici, on a un doigt de Dieu, ce qu'on appelle un doigt de Dieu. Pourquoi? Parce que toutes les structures qui sont dans l'axe envers l'observateur sont suspectes. Pourquoi? Parce que dans un amas de galaxies, vous avez une dispersion de vitesse beaucoup plus grande. Donc le décalage en vitesse que vous avez là est certainement dû à la taille de l'amas. Donc peut-être qu'elles sont toutes au même endroit. Donc ça, cette dimension-là est suspecte. Par contre, les structures que vous avez dans l'autre sens sont tout à fait réelles. Donc ici, ce qu'on voit, c'est une autre structure encore plus grande que celle-ci qui était là, qu'on appelle le grand mur de galaxies, le grand mur de Sloan, Sloan étant le survey qui a fait ce survey du ciel. Vous en avez une autre ici, en couleur, qui vous montre l'hémisphère sud et l'hémisphère nord, nord et sud. Alors pourquoi vous ne voyez rien ici? C'est qu'on n'a pas fait le survey des galaxies lorsqu'on voit la Voie lactée. Ici, la Voie lactée nous cache, avec la poussière de la Voie lactée, pas seulement la poussière, mais aussi toutes les étoiles de la Voie lactée, qui rendent l'image confuse. Donc on évite de regarder dans la Voie lactée qui nous cache l'univers derrière. Donc on a deux secteurs, hémisphère nord, hémisphère sud. Vous voyez le grand mur de Sloan ici. On a plus observé dans le nord que dans le sud, mais enfin ici. Et vous voyez qu'on arrive à des décalages vers le rouge, des redshifts, donc des vitesses, jusqu'à 0,14. Alors qu'est-ce que c'est que ce décalage? C'est un nombre sans dimension qui vous dit quel est le lambda, de combien a varié lambda sur lambda, en relatif. Donc c'est la variation relative du lambda. Si vous multipliez cette grandeur qu'on appelle redshift par la vitesse de la lumière, vous avez la vitesse de la galaxie. Vous voyez que si vous êtes 0,1, vous avez 30 000 km par seconde et ainsi de suite. Alors ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, on observe maintenant jusqu'à des redshifts de z égale 11, et on voit bien que ce redshift n'est pas une vraie vitesse. Il ne faut pas, au départ, les astronomes pensaient en effet que les galaxies étaient animées de cette vitesse-là. En fait, pas du tout. Ce qu'est le redshift, ce n'est pas un effet Doppler, comme on pourrait le penser au départ, mais une expansion de l'univers. Alors, ce que j'ai représenté ici, c'est un univers, il faut l'imaginer à deux dimensions, c'est la surface du ballon, si vous voulez, et dans l'expansion de l'univers, le ballon gonfle. Donc ici, vous avez par exemple un photon qui au départ est une onde qui est bleue, un photon bleu, qui dans l'expansion de l'univers, évidemment, la longueur d'onde du photon va être décalée vers le rouge, et donc vous avez un décalage vers le rouge de la lumière. C'est exactement, en regardant le décalage vers le rouge, vous pouvez savoir de combien est rentré en expansion l'univers. Donc ce n'est pas du tout un effet Doppler, mais une expansion, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème d'avoir un redshift égal à 11, c'est-à-dire une vitesse qui apparemment pourrait être bien supérieure à la vitesse de la lumière. Donc les galaxies que l'on peut regarder à très très grand décalage vers le rouge, donc près du Big Bang en fait, sont très petites. Alors ici vous avez un arbre de fusion. Le temps se découle du haut vers le bas au départ, et on peut aujourd'hui regarder très très loin, grâce par exemple au télescope spatial de Hubble, où l'on a une très grande sensibilité et on peut regarder galaxie par galaxie, car quand on va dans l'espace, on n'est pas troublé par la turbulence de l'atmosphère qui brouille toutes les images. Donc ici, on peut aussi remarquer que lorsqu'on va très très loin, on regarde très loin dans l'univers, on est obligé de remonter le temps aussi. Pourquoi? Parce que le messager qui nous fait venir les photons de la galaxie à 12 milliards d'années-lumière de nous, eh bien, ce photon a mis 12 milliards d'années à nous parvenir. Donc ce qu'on voit, c'est une image de la galaxie telle qu'elle était il y a 12 milliards d'années, donc dans sa jeunesse. Donc on remonte le temps en fait, on fait de la paléontologie si vous voulez. Donc ici, on a pu remonter très très loin, à 100 millions d'années après le Big Bang, donc à la genèse des galaxies. Lorsque les galaxies naissent, eh bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'il y avait des galaxies toutes petites. Au départ, c'est des galaxies qui font la masse d'un amas globulaire, 1 million de masses solaires, alors qu'aujourd'hui, une galaxie fait 10 milliards ou 11 milliards de masses solaires. Et puis, les galaxies, ensuite, fusionnent entre elles. On a vu qu'elles étaient dans les filaments. Elles vont se rencontrer, elles vont fusionner, faire des interactions de marée, dont on verra quelques exemples tout à l'heure, et fusionner pour obtenir ce qu'on a ici comme le tronc de l'arbre, si vous voulez, et qui est par exemple la Voie lactée. Donc la Voie lactée est formée de petits embryons au départ qui vont fusionner, et puis on a des fusions mineures, mais après des fusions majeures à la fin. Donc ici, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a des galaxies qui se forment encore aujourd'hui. Elles ne sont pas toutes formées dès le début.
Dans certaines régions qui sont plus ou moins vides, tout va plus lentement. Dans les régions très denses, tout va très vite et on forme beaucoup de galaxies. Ensuite, on arrive à la mort des galaxies, c'est-à-dire à une galaxie qui n'a plus de gaz, il ne se forme plus d'étoiles, donc une galaxie ne grossit plus, elle ne forme plus autant d'étoiles qu'avant. C'est une galaxie elliptique où il n'y a que des étoiles vieilles et en quelque sorte, la galaxie est morte. Et donc, on a une vie, une naissance, une vie et une mort des galaxies. Aujourd'hui, il en est encore dans les vides, avec du gaz qui vient des filaments, et il peut se former des galaxies, mais elles sont beaucoup moins denses qu'avant. Alors pourquoi elles sont moins denses? Eh bien, simplement parce que l'univers était en expansion. Au départ, il était très dense. Et pour former une galaxie, une structure qui sera liée gravitationnellement, il faut que la densité de cette galaxie soit supérieure à 200 fois la densité moyenne de l'univers à ce moment-là. Donc au départ, il a fallu des galaxies très denses qui se sont découplées de l'expansion de l'univers et qui se sont effondrées pour former un système lié qui n'est plus en expansion. Donc ces galaxies, autrefois, elles étaient bien plus denses qu'aujourd'hui. Par exemple, si vous avez une expansion à un facteur 10, elles sont 10 fois moins denses. Donc celles qui se forment aujourd'hui sont très peu denses et ils se forment beaucoup moins d'étoiles. Donc c'est moins spectaculaire. Alors ce qu'on sait de la formation des galaxies, c'est qu'elles se forment donc dans les filaments et aussi elles se nourrissent, dans toute leur vie, elles se nourrissent de gaz par les filaments cosmiques. Ici, vous voyez dans un ordinateur le gaz qui nourrit une galaxie qui est à la croisée de ces filaments. Il y a en général 2 ou 3 filaments qui arrivent. Ici, vous avez un cube de filaments ici, qui a été simulé par ordinateur. Vous avez un filament de gaz, des galaxies qui se forment. Et puis, au cours de leur vie, elles continuent à accréter du gaz qui vient des filaments. Donc c'est pourquoi ils se forment toujours des étoiles pendant des milliards d'années. Et au moment où elles sont découplées ensuite des filaments, eh bien, elles vont s'arrêter de former des étoiles et elles vont s'éteindre progressivement et mourir de leur belle mort. Évidemment, dans ces filaments, il n'y a pas que de la matière ordinaire, du gaz, il y a beaucoup de matière noire, 6 fois plus, puisque la fraction de gaz ordinaire et de matière noire est un rapport 6, en quelque sorte. Alors voici ce qu'on a pu voir avec le télescope spatial Hubble. Vous voyez ici un grand champ profond. Le télescope spatial a intégré pendant 1 jour ou 2 le même champ. On appelle ça des champs profonds. Il a choisi évidemment des champs où il n'y avait aucune étoile. Alors ce que vous voyez dans le ciel, lorsque vous regardez le ciel, c'est essentiellement des étoiles, et ce sont des étoiles de notre propre galaxie. Donc vous avez l'impression de tas de points brillants. Ce sont des étoiles qui sont très très proches. Ici, évidemment, on a pris un trou dans ces étoiles pour n'avoir aucune étoile. Sinon, on aurait été ébloui par les étoiles de notre propre galaxie. Donc ce que vous voyez là, il n'y a aucune étoile, mais il n'y a que des galaxies. Donc vous voyez, les galaxies proches sont reconnaissables, mais tous ces points, il y en a 3000 par minute carrée, donc c'est énorme. Et tous ces points sont des galaxies, et plus le point est petit, plus la galaxie est lointaine. Donc on sait mesurer le spectre de ces galaxies, savoir à quelle distance ils sont. On a pu ainsi savoir, on n'a pas fait la cartographie de tout le ciel, mais dans l'univers observable, parce que tout l'univers n'est pas observable, on s'arrête à un horizon qui fait 13,8 milliards d'années dans le temps de parcours de la lumière, évidemment, parce qu'au-delà, ce serait le Big Bang. Donc on remonte le temps jusqu'au Big Bang, et on voit que dans l'univers observable, il y a à peu près 2000 milliards de galaxies qui sont observables par nous. Les autres, elles sont au-delà de cet horizon, et on ne les verra plus. Alors ici, on est allé jusqu'à 5% de son âge, et avec le James Webb Space Telescope, qui a été lancé à Noël, on aura encore plus la vision, on sera beaucoup plus sensible. Il fait 6 mètres de diamètre, le Hubble faisait que 2 mètres, et il regarde en infrarouge. Alors pourquoi il regarde en infrarouge, le James Webb? Parce que justement, tout est décalé vers le rouge. Et quand on est à Z égale 11, ça veut dire que l'optique est complètement dans l'infrarouge lointain. Donc il faut aller dans l'infrarouge lointain pour regarder toutes ces galaxies primordiales, comment les premières galaxies se sont formées. Aujourd'hui, avec le Hubble, on a juste quelques-unes des galaxies les plus massives, les plus lumineuses, mais dans un certain temps, lorsque le James Webb sera en opération totale, on pourra voir comment ces galaxies se sont formées dès le départ. Alors voici une simulation de l'ordinateur où on voit notre horizon qui est une sphère autour de nous, qui est en expansion. En général, dans les simulations numériques, on s'affranchit de l'expansion, on est dans le référentiel comobile. Mais ici, on l'a gardé pour montrer justement qu'il y a 2 mouvements contradictoires. Il y a l'expansion de l'univers qui éloigne toutes les structures, et puis
Dans les filaments qui sont très denses, les filaments se recontractent, s'effondrent et deviennent liés, donc s'affranchissent de l'expansion en quelque sorte. Et vous avez toutes les galaxies, les amas de galaxies à la croisée des filaments qui se forment ici dans l'univers. Donc vous pouvez voir que les vides deviennent de plus en plus vides et les filaments de plus en plus denses. Alors on a ainsi pu mesurer ce qu'on pouvait, enfin est-ce que les filaments correspondent à la réalité? Oui. Alors, on est aidé en cela du fait qu'on a pu regarder quelles étaient les structures, les conditions initiales de l'univers. On a vu le fond cosmologique qui rayonne en micro-ondes, donc à 1,2 mm de longueur d'onde, la longueur d'onde qu'il y a dans vos fours micro-ondes exactement. Et donc dans cette longueur d'onde-là, ce qu'on voit, c'est le rayonnement vestige du Big Bang. C'est que le Big Bang était très très chaud, et donc ensuite, dans l'expansion, il se refroidit. Aujourd'hui, il est à 2,7 degrés Kelvin, donc très très froid. Mais ce rayonnement-là, si vous avez des yeux en millimétrique, dominerait complètement. Vous serez dans un brouillard complet. C'est un rayonnement de fond qui domine tous les autres. Et dans ce rayonnement de fond, on a la structure de l'univers à cette époque-là, c'est-à-dire 300 000 ans après le Big Bang. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a des conditions initiales de petites fluctuations qui sont 1 pour 100 000, mais ce sont les conditions initiales que l'on met dans les simulations numériques, comme celle-ci, pour savoir comment vont se développer les structures. Donc on a les conditions initiales, il n'y a plus qu'à simuler ces conditions dans l'horizon et savoir si la gravité est capable de former les structures. Alors évidemment, on met beaucoup de matière noire. Ici, vous avez la matière noire qui a été même simulée pour représenter l'amas de la Vierge, l'amas de Coma, etc., toutes les structures que l'on a autour de nous. C'est-à-dire qu'on a fait la simulation à l'envers, on est parti des structures autour de nous, on a reculé dans le temps et on sait les conditions initiales qu'il faut pour avoir exactement l'amas de la Vierge et l'amas de Coma à cet endroit-là. Donc là, on fait une simulation vraiment de notre univers proche. Et puis, on a le gaz, les galaxies ici. Ici, c'est que la matière invisible. Ici, c'est la matière ordinaire. Donc, on voit ici l'amas de la Vierge, etc. Et puis, toutes les galaxies qui se forment dans les filaments. Et le gaz suit, l'hydrogène suit les filaments. Et ce qu'on voit ici en blanc, ce sont les galaxies. Le gaz, on ne le voit pas. Normalement, il n'émet pas, il est assez froid, il n'émet pas, ou trop chaud. Il y a un multiphase, du gaz très chaud au gaz très froid. Par contre, ce qu'on voit, c'est le gaz en absorption devant des sources lointaines qui sont les quasars. Les quasars, c'est des trous noirs qu'il y a au centre de chaque galaxie. Ils sont très, très, très lumineux. Et on peut regarder l'hydrogène en absorption devant ces quasars. Et c'est ainsi qu'on a pu voir que le gaz était partout avec cette structure-là. Donc ici, vous voyez une simulation typique où on a la matière noire d'un côté, le gaz très chaud, le gaz très froid, et puis les étoiles. Alors comment on le fait, cette simulation? C'est un défi, en fait. On a énormément de structures. Quand on veut une étoile et puis tout l'univers, l'horizon en général, il faudrait 20 ordres de grandeur, donc une gamme d'échelles beaucoup trop grande. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord une simulation à très très grande échelle, on a les filaments, et puis on refait une simulation avec un zoom d'une partie ici. Ce carré va être le zoom qui se retrouve ici, et puis ensuite on refait un zoom et ainsi de suite. Là ici vous avez 4 zooms représentés, mais vous voyez que par des zooms successifs, on refait une simulation avec les conditions limites que l'on a autour de ce cube-là. Et ainsi de suite, et ainsi on peut arriver à l'échelle de la galaxie, alors qu'on est parti d'une échelle de l'horizon de l'univers. Alors on peut voir que ici un filament, ici on a du gaz froid en bleu, du gaz chaud en rouge, et en jaune c'est les étoiles qui se forment. Donc on fait un zoom sur un filament, vous avez ici l'échelle en kiloparsec, un parsec c'est 3 années-lumière. Donc ici on voit que la galaxie est très fine, elle est un disque très fin, c'est une galaxie spirale, avec du gaz en bleu, du gaz froid, du gaz chaud, et puis les étoiles qui forment un disque. Donc on voit que les filaments, on ne le voit pas, parce qu'on ne le voit que lorsqu'on est au début du zoom, et lorsqu'on zoome, il est tellement ténu qu'on n'arrive pas à voir le gaz dans les filaments. Il faut avoir le gaz concentré dans une galaxie pour voir quelque chose. Alors ici, on a ce même genre de simulation, où on a fait un zoom sur une galaxie comme la nôtre, par exemple, la Voie lactée, et on va voir qu'elle est en interaction avec un grand nombre, comme on avait vu dans l'arbre de fusion tout à l'heure. On a une galaxie qui va accréter beaucoup de matière. Alors elle accrète du gaz dans les filaments, le gaz bleu ici, mais elle accrète aussi des tas de petites galaxies, vous voyez, qui sont en jaune, ça veut dire qu'elles sont formées d'étoiles. Donc on a des tas de petits compagnons,
Et puis, de temps en temps, on a un gros compagnon qui arrive là et qui est freiné par friction dynamique et qui, peu à peu, il va faire quelques tours et puis il va complètement fusionner avec la galaxie. Donc c'est ainsi que se forment les galaxies, par accrétion de gaz, mais aussi par fusion de petits compagnons. Alors notre propre galaxie, elle a beaucoup de petits compagnons autour. Il y a par exemple les nuages de Magellan, le grand et le petit nuage de Magellan qui est dans l'hémisphère sud, mais il y a aussi la naine du Sagittaire. Enfin, il y a une douzaine de petites galaxies naines qui sont en train d'interagir avec la galaxie et qui seront mangées progressivement. Mais la fusion majeure, comme le gros compagnon qui arrive ici, la fusion majeure, il n'y en a pas eu dans la Voie lactée depuis 8 milliards d'années. Donc il n'y a pas eu vraiment de grosse fusion comme celle-ci. Alors les galaxies en interaction, on en a énormément. Je vais vous montrer les images que l'on voit dans le ciel et qui représentent ces interactions entre galaxies. Vous voyez que cette galaxie est formée d'étoiles. Ici, tout ça, c'est une vue en optique. Donc, ce sont des étoiles. Ici, c'est des étoiles bleues, donc très chaudes. Les étoiles très chaudes, c'est des étoiles OB très massives qui ne durent que 10 millions d'années. Elles sont très rapides, alors que les étoiles jaunes, comme le Soleil, durent des milliards d'années. Donc, on voit que ça, c'est récent. Quand on voit des étoiles bleues, ça veut dire qu'elles viennent de se former récemment. Et donc, on voit une queue de marée. Alors ça, ce sont des marées qui sont dues aux interactions entre galaxies. Vous avez l'habitude des marées, par exemple, dans le système solaire, avec la Lune et le Soleil qui, par marée, déforment la Terre, et surtout les océans, parce que c'est un milieu qui est déformable. Ici, les galaxies sont très, très déformables. C'est un ensemble lâche d'étoiles, de gaz, etc. Donc, il est très facile de déformer. Et vous voyez que la queue de marée est déformée sur des échelles qui sont bien plus grandes que celles de la galaxie. Ici, on en a un autre exemple où on a une galaxie en interaction avec celle-ci. On a une queue de marée d'étoiles qui ont été tirées par la gravité, par les forces de marée. On a de la poussière. Et puis, on a aussi ce qui est les contours en blanc, c'est l'hydrogène atomique. On sait que l'hydrogène est toujours présent. Il vient des filaments et il est encore plus grand que les galaxies optiques. Les étoiles sont formées au centre et une galaxie, normalement, a un rayon en hydrogène atomique qui est 4 fois plus grand que le rayon des étoiles optiques. Donc on a beaucoup de gaz autour et en général le gaz est très sensible à ces interactions de marée parce qu'ils sont beaucoup plus loin et beaucoup plus lâchement liés au centre des galaxies. Donc on voit en contour l'hydrogène atomique qui vient aussi de cette troisième compagnon là, qui interagit avec les deux autres. Voici un autre exemple. Cette fois-ci, c'est un petit groupe compact de galaxies qu'on appelle le quintet de Stéphane, parce qu'il y a 5 galaxies ici. Et ici, c'est une image qui venait du Palomar, donc de l'ancien télescope. Et ici, c'est une image de Hubble. Vous voyez, on a amélioré la sensibilité, la résolution grâce au télescope spatial. Donc cette galaxie est ici. Et on voit qu'il y a énormément de bleu, de galaxies, les étoiles nouvelles qui se forment dans les galaxies. En rose, ce qui est déterminé en rose, c'est la raie H-alpha, qui est rouge, et qui est du raie de recombinaison de l'hydrogène ionisé. Donc les étoiles jeunes, qui sont très chaudes, ionisent le gaz environnant, ça se recombine et ça forme la raie H-alpha qui est rose. Donc ça, ce sont les vraies couleurs que vous pourriez voir à l'œil si vous étiez assez sensible. Donc ce qu'on voit, c'est la région ionisée des étoiles jeunes qui ionisent le gaz qui les environne. Alors cette groupe de galaxies, bien entendu, va progressivement tomber les unes sur les autres et former une grosse galaxie elliptique. Ici, ce qu'on voit, c'est dans ce quintet de Stéphane, les galaxies qui, ces deux interagissent beaucoup, mais aussi il y a en rayons X, en bleu, vous avez le gaz qui émet en rayons X, c'est-à-dire qui est à 100 millions de degrés, qui est choqué par des ondes de choc et qui rayonne beaucoup. Donc tout ceci, toutes les longueurs d'onde nous apprennent ce qui se passe dans une fusion de galaxies comme ça, et comment se forment les galaxies elliptiques, qui vont ensuite perdre leur moment angulaire, parce que le moment angulaire arrive de tous les côtés et va s'annuler. Alors vous avez deux galaxies très connues, qui sont appelées les antennes, parce qu'elles ressemblent aux antennes d'un insecte. Vous avez les deux galaxies principales qui sont en train de fusionner. Et lorsque vous avez un zoom sur ces deux, vous voyez toutes les amas d'étoiles nouvelles qui sont très bleues et qui, on pense, vont former les amas globulaires. Aujourd'hui, dans la Voie lactée, nous avons des amas globulaires qui, dans 3 années-lumière, vous avez 100 000 étoiles, très très concentrées. Et les amas globulaires dans notre galaxie ne sont que très vieux, c'est-à-dire ont des âges qui font 8-10 milliards d'années.
Ici, on en voit qui sont en train de fusionner et de se former. Pourquoi? Parce qu'ils ne se forment que dans les fusions de galaxies, dans les collisions et fusions de galaxies. Or, comme je vous le disais, dans la Voie lactée, la fusion majeure n'a eu lieu qu'il y a 8 milliards d'années, donc tous les amas globulaires sont vieux. Mais ce n'est pas vrai de toutes les autres galaxies. Alors ici, ce que vous voyez, c'est la première simulation de ces bras de marée a été faite dans les années 72 par Toumré et Toumré, parce qu'au départ, on ne savait pas quelle était la force qui pouvait faire des bras de marée aussi longs. On pensait peut-être qu'il y avait un champ magnétique qui tirait la matière dans les tubes magnétiques. En fait, pas du tout. C'est uniquement la gravité. Donc, ce qui a pu être fait, c'est des simulations de ce type. Alors, vous voyez que dans les simulations aujourd'hui, on est obligé de mettre beaucoup de matière noire. La matière noire, c'est ce qui est en rouge ici, que vous ne voyez pas, mais qu'on a préféré montrer pour savoir ce qu'elles font. Et en fait, c'est grâce à cette matière noire que les galaxies se rentrent en collision et fusionnent dès le premier tour. Parce qu'il faut qu'elles évacuent la rotation, le moment angulaire, et ça se produit en envoyant le moment angulaire avec les particules de matière noire. Donc les particules de matière noire aident les galaxies à fusionner très vite. Et c'est ce qu'on a appris en faisant ces simulations-là. Vous voyez aussi des galaxies comme les souris, on les appelle les souris pour raison évidente parce que vous avez une queue de marée qui est vue par la tranche, donc elle ressemble vraiment à une souris. Lorsque vous la simulez, vous voyez que la matière noire est très importante aussi en rouge, et puis on arrive à reproduire avec ces deux galaxies, celle-ci est vue presque par la tranche, donc il y a une queue de marée qui n'est pas comme un G comme on pourrait le penser, mais qui est aussi symétrique, c'est-à-dire c'est une queue de marée qui va tourner par rotation différentielle, et quand on tourne autour, je vais revenir en arrière là, voilà, on tourne autour ici, vous voyez que c'est très symétrique entre ces deux systèmes. On a bien les queues de marée qui sont en train de tourner autour, qui ont un souvenir du moment de rotation de la galaxie, et c'est uniquement parce qu'on la voit par la tranche qu'elle ressemble à un G. Alors il y a d'autres interactions de galaxies qui sont très intéressantes, car on peut voir comme ici qu'une galaxie a donné des étoiles au niveau polaire. On dirait qu'elle est vraiment perpendiculaire à 90 degrés, alors que l'autre galaxie, elle est vue par la tranche dans ce sens-là. Et d'autres qui sont à des angles un peu moins perpendiculaires, avec plus de gaz. Alors pourquoi c'est très intéressant? C'est que ça nous permet d'échantillonner le potentiel gravitationnel qu'il y a autour des galaxies, dans le halo. On sait que le halo est essentiellement fait de matière invisible, de matière noire, et on ne sait pas si, par exemple, le halo matière noire, il est sphérique, aplati, ou quelle est sa dynamique. En fait, ces galaxies où on appelle ça des anneaux polaires, vont permettre d'identifier la dynamique, quelle est la rotation, par exemple, dans ce sens-là. Alors d'abord, pour cela, il faut savoir comment ces galaxies sont faites. Elles peuvent être faites par accrétion. Alors ici, un exemple vraiment pris en flagrant délit, deux galaxies qui sont en train d'interagir. Vous voyez qu'il y a un bras de marée qui est accrété, là, qui tourne de façon presque polaire. Donc on pense que par accrétion de la matière d'une galaxie sur l'autre, on peut peut-être former ces anneaux polaires, ou alors carrément deux galaxies qui se rencontrent de plein fouet avec une galaxie qui va former l'anneau polaire. Donc, ce qu'on voit, c'est ici des exemples d'anneaux polaires qui ressemblent un peu à Saturne avec ses anneaux, mais c'est un petit peu ça, une galaxie elliptique qui a des anneaux polaires, une galaxie spirale. Alors, on a fait des simulations de ce genre de choses. Alors, ici, vous en voyez deux. Alors, ici, c'est très simple. Vous avez un système stellaire en rouge, les étoiles sont en rouge, et l'autre, le système en bleu. Ils sont tous les deux vus par la tranche. Et le gaz sont les particules vertes, donc ils sont beaucoup plus grandes et étendues que les étoiles. Lorsque on a une collision ici, là on est passé au travers, vous voyez que les étoiles, elles ne rentrent pas en collision, donc elles vont se répartir partout sur le dessin ici, donc vous voyez plus les points rouges, là ils sont répartis partout. Par contre le gaz, il rentre encore en collision, il va se refroidir et reformer un disque perpendiculaire. Donc vous allez pouvoir former un anneau polaire. Ici, on doit avoir une petite simulation. Et puis en plus, on peut aussi, donc ça c'est par collision, et puis on peut aussi former par accrétion. Là vous avez le gaz et les étoiles, la galaxie, et on a une trajectoire telle que la galaxie en vert et rouge ici va passer par une trajectoire hyperbolique. Elle va ne faire que passer. Par contre, il y a un petit peu de gaz qui va être accrété par la galaxie en bleu.
et va former un anneau polaire. Donc c'est cette-là qui va être simulée. Alors vous voyez ici une galaxie qui arrive là-haut, et puis elle va ensuite disparaître vers le bas, mais elle aura perdu un peu de son gaz qui va être accrété par l'autre, et on a un anneau polaire qui est formé comme ceci. Donc cet anneau polaire de gaz, on va pouvoir regarder le spectre de cet anneau et avoir la vitesse, et savoir combien il tourne, est-ce qu'il tourne beaucoup, est-ce qu'il ne tourne pas beaucoup, pour savoir si la matière invisible, elle est aplatie ou pas. Donc ici, vous avez une simulation de la rencontre majeure qui va avoir lieu. Je vous ai dit que la Voie lactée n'avait pas eu de rencontre majeure avant 8 milliards d'années, mais peut-être dans 2 milliards d'années, il va y en avoir une qui va être très majeure, puisque c'est la galaxie d'Andromède. Alors, la galaxie d'Andromède est encore plus massive que la nôtre, par un facteur 2, et ça va ressembler un petit peu à ces deux galaxies qui sont une vue de télescope Hubble de deux autres galaxies qui ressemblent un peu à la Voie lactée et à Andromède. Et vous voyez que la simulation a été faite. On va certainement fusionner très rapidement, grâce à la matière invisible, dans une grosse galaxie qui va contenir les deux. Alors voici un petit peu une image d'artiste qu'on pourrait avoir. Alors vous allez me dire, que va-t-il arriver au système solaire ? Eh bien rien du tout, parce qu'en fait les étoiles et toutes les planètes qu'il y a autour sont très ponctuelles par rapport à cela, et qu'on a vu que les étoiles ne se rencontraient jamais. Le système solaire, dans une rencontre comme celle-là, ne va rencontrer personne. Donc on va être complètement non perturbé. Par contre, on va peut-être suivre un des bras spiraux qui va monter, on va peut-être monter un tout petit peu au-dessus du plan de la Voie lactée pour la voir un peu mieux, alors que pour l'instant on la voit avec beaucoup de poussière. Donc ici c'est une vision d'artiste avec la nébuleuse Andromède et la Voie lactée. Voici ce qui va arriver. Alors il y a d'autres galaxies de plein fouet qui forment des galaxies en anneaux. Là aussi c'est un laboratoire assez intéressant pour savoir comment se forment les étoiles à un moment donné, parce que ça a produit un choc très important, et on voit que une galaxie va former cette onde, c'est une onde qui va se déployer à partir du centre et qui va former dans l'anneau de nouvelles étoiles très, très jeunes à partir d'un moment donné. Donc c'est comme un laboratoire, vous voulez former des étoiles à partir du temps t, et vous voyez comment se forment toutes ces étoiles et la suite. Donc ici, ce sont des simulations qui vont être bien représentées par une petite animation ici. Donc vous voyez une petite galaxie qui arrive de façon hyperbolique, elle ne va pas être accrétée, elle va retomber. Et puis, vous avez un anneau qui se forme. Pourquoi ? Parce que la petite galaxie va attirer par sa gravité toutes les étoiles au centre. Et puis, les oscillations, elle va en fait générer des oscillations un peu comme un ressort. Et le ressort va être beaucoup plus rapide au centre qu'au bord. Et donc, l'onde va se propager du centre vers le bord, comme on le voit ici. Ici, vous avez une onde qui se propage du centre vers le bord. Donc, ce qu'on voit, c'est ce genre de galaxie. Ça, c'est une vision multilongueur d'onde. Vous avez les rayons X, les UV par le satellite Galex, le Hubble, le télescope, et puis un télescope infrarouge qui s'appelait Spitzer, qui a regardé la poussière chauffée par les nouvelles étoiles en rouge. Donc, si on met toutes ces couleurs ensemble, on a cette belle image de une galaxie qu'on appelle roue de charrette, ou cartwheel, parce que évidemment elle ressemble non seulement à une roue, mais vous voyez qu'il y a les bras spiraux qui commencent à se reformer dans la galaxie, et donc ça fait les rayons de la roue de charrette, et sans doute une de ces deux galaxies qui est passée au travers, on ne sait pas laquelle, mais qui a pu faire ce dommage, cette galaxie en anneau. Alors, enfin, quand vous regardez notre galaxie Andromède, la voisine de la Voie lactée, vous voyez qu'elle a une forme un petit peu d'un anneau. Ici, on le voit moins en optique, parce qu'en optique, vous êtes biaisé par le bulbe de la galaxie, des étoiles vieilles. Mais en ultraviolet, vous avez les étoiles jeunes. Vous voyez que c'est surtout un anneau. Et puis, ce qu'on a observé récemment, c'est aussi un anneau en infrarouge. Alors ici, vous voyez plusieurs longueurs d'onde. Dans le gaz, on voit aussi que dans le gaz, il y a un anneau, il n'y a rien au centre. Le gaz est moléculaire, atomique. En radio, vous avez aussi cet anneau. Donc on a pensé que peut-être que la galaxie Andromède avait subi une collision de plein fouet, un petit peu comme la roue de charrette, mais avec une masse de la galaxie plus faible, de manière à faire une perturbation plus faible. Donc on ne voit pas un anneau comme la roue de charrette, mais
un petit peu. Alors voici l'image qu'on a vue en rouge. Vous voyez qu'on a un anneau qui est perturbé par un reste de structure spirale. Et puis au centre, on a vu cet anneau qui est apparu avec le satellite Spitzer, celui qui permet d'avoir la poussière chauffée par les étoiles jeunes et de s'affranchir du bulbe. Parce que ça, une fois que vous avez en optique, vous ne voyez pas du tout cet anneau parce que vous avez le bulbe qui vous éblouit. Donc là, ça permet de supprimer le bulbe parce qu'il n'y a pas de poussière dans le bulbe et de regarder l'anneau. Et vous voyez qu'il y a un deuxième anneau qui est la deuxième onde spirale, que l'on attend de la trajectoire. Ici, alors ce qu'on a simulé, c'est une interaction avec Andromède et la Voie lactée. Et ici, on a d'abord, avant l'interaction, on avait une structure spirale, évidemment, la galaxie Andromède était une structure spirale. Ensuite, le compagnon tombe à l'intérieur, on a l'onde qui se propage vers l'extérieur, et aujourd'hui, on le voit à ce moment-là. Alors évidemment, c'est une conjonction entre les bras spiraux qui existaient auparavant, avant la collision, et puis l'onde, ici. Et si on n'avait pas eu de compagnon, on aurait une structure spirale ordinaire. Donc c'est ça un petit peu le mystère de la galaxie Andromède, c'est qu'on a l'impression qu'on a d'abord un tout petit peu de structure spirale au bord et surtout un anneau. En fait, il y a deux structures qui se conjuguent avec l'anneau. Alors c'est peut-être Messier 32 qui est à côté. La nébuleuse d'Andromède, c'est Messier 31, donc c'est deux compagnons qui ont peut-être être à l'origine de cette structure complexe. Alors pour l'interaction entre Messier 31, qui est la nébuleuse d'Andromède, et Messier 33, qui est la galaxie du Triangle, très bien connue parce qu'elles sont très proches, elles sont dans le groupe local de galaxies. On a fait une cartographie des étoiles avec le télescope Canada-France-Hawaï, qui fait 4 mètres de diamètre, avec une super caméra, une caméra très grand champ, qu'on appelle Megacam, avec des millions de pixels. Alors, vous voyez, cette caméra, elle a beau être très grande, à des millions de pixels, c'est la caméra une des plus grandes au monde, elle ne fait que ce petit carré. Donc pour cartographier M31 qui est ici, c'est-à-dire Andromède, la galaxie, et tout son environnement, il a fallu énormément d'images ici. Alors c'est en cours ici, on va voir une image un peu plus terminée, mais si c'était en cours, vous voyez que le nombre d'intégrations est assez gigantesque, et toutes ces couleurs nous donnent l'intensité des étoiles qui sont en fait à l'extérieur de la galaxie. Pourquoi ? Parce qu'il y a des interactions qui ont tiré par les interactions de marée les étoiles en dehors des galaxies. Donc tout ça, on sait que ce sont des étoiles, on a pu cartographier étoile par étoile, donc on a pu s'affranchir de la confusion avec les étoiles de notre propre galaxie. Alors, une étoile par étoile, on peut déterminer quelle est la distance de l'étoile et déterminer qu'elle appartient bien à Andromède, notre galaxie voisine. Alors pour donner une petite idée de l'échelle, ici vous avez la Lune. La Lune fait de 30 minutes, c'est assez gros dans le ciel, mais vous voyez que si vous pouvez voir toutes ces étoiles faibles, ça occuperait pratiquement tout le ciel. Pour l'instant, vous voyez que le bulbe d'Andromède, ce que vous voyez avec une petite lunette, c'est le bulbe d'Andromède ici. Alors ici, c'est la cartographie un peu plus complète qui a été finie. Alors ce qu'on voit autour d'Andromède, qui est au centre, c'est tous les bras de marée, et puis l'interaction avec la galaxie voisine, Messier 33, la galaxie du Triangle, qui interagit avec Andromède, avec des queues de marée, etc. Vous voyez que c'est gigantesque et que les interactions de galaxies font sortir un peu de la matière, à la fois du gaz et des étoiles de la galaxie. Donc voici l'interaction sur l'ordinateur de cette interaction. Alors on a vu un petit peu comment se formaient les galaxies, comment elles naissaient, comment elles vivaient. Elles peuvent croître aussi en formant des étoiles à partir du gaz, des filaments. Et il y avait au moins deux théories qui se sont débattues. En fait, on sait aujourd'hui qu'il y a plusieurs mécanismes de formation et tous existent dans la nature. Donc les mécanismes, c'est d'abord monolithique, c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'il y avait des galaxies elliptiques très tôt dans l'univers. Dans le premier milliard d'années, vous avez déjà des galaxies elliptiques mortes. Comment est-ce possible ? Eh bien, simplement, il y a des régions très denses de l'univers, des amas de galaxies par exemple, où les petits nuages de gaz de départ vont s'effondrer et vont former des étoiles très rapidement avant de former un disque. Donc vous avez une galaxie elliptique qui est formée d'un seul morceau avec des étoiles qui sont de plus en plus vieilles au fur et à mesure que vous êtes au-dessus du plan. Donc ici, formation en un seul morceau qu'on appelle monolithique. Vous avez aussi le plus courant, en fait, comme la Voie lactée,
qui était formé en disant que les nuages de gaz vont lentement s'aplatir en disque et les étoiles vont se former dans ce disque. Donc une fois que vous avez 2 disques, vous pouvez fusionner les 2 disques et puis former une galaxie elliptique. Donc il y a 2 façons de former les elliptiques, soit en un seul morceau, alors ça c'est dans les environnements très denses d'amas de galaxies, ou alors lorsque vous êtes dans un environnement un peu moins dense et dans les vides, vous avez cette formation-là, mais on forme beaucoup de disques, et aussi vous pouvez former les bulbes avec une formation séculaire. Donc vous avez 3 formations, et ceci, on aimerait savoir qu'est-ce qui domine, mais pour l'instant, on est en train encore d'observer. Alors je vais finir par un des problèmes qui restent encore, beaucoup de problèmes restent en fait, mais au moins un. Ici, comme je vous le disais, les galaxies sont incluses dans un halo de matière invisible ou matière noire qu'on a symbolisé ici par un halo noir. Et ce qu'on sait, c'est que la quantité que nous avons dans l'univers de matière ordinaire, qu'on appelle baryons, parce que c'est des neutrons et des protons, ce sont des baryons, eh bien ce n'est que 5% du total, du contenu de l'univers. Et en matière noire, on a 25% de cette matière. Tout le reste, c'est l'énergie noire, dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais c'était juste pour le mentionner. Donc ce qu'on va retenir ici, c'est que le rapport des atomes, c'est-à-dire la matière ordinaire, sur la matière noire, c'est quoi? C'est 5 sur 30, hein, si je prends le total de la matière, et 5 sur 30, c'est 17%. Donc on s'attendrait, quand on forme une galaxie, d'avoir 17% de matière ordinaire par rapport à la matière totale de la galaxie. En fait, ce n'est pas ça du tout qu'on voit. Ce que l'on voit, c'est... Alors ici, vous avez le nombre de galaxies en fonction de leur masse. Les rouges, c'est les points. Et en bleu, c'est les simulations numériques à partir de matière noire. Et ce qu'on aurait prédit, c'est la courbe en bleu. Ça ne va pas du tout avec les observations. Alors pourquoi? Eh bien, il y a beaucoup moins de grosses galaxies, très massives, beaucoup moins de petites. Alors que se passe-t-il? On a aussi la fraction de matière ordinaire en fonction de la masse des galaxies, qui est au maximum de 4%. Alors, comme je vous disais qu'on s'attendait à un rapport universel de 17%, on n'est pas du tout au bon nombre, hein, le compte n'est pas bon. Ici, pour les petites galaxies, on a encore moins de matière ordinaire, et pour les grosses, encore moins. Ça veut dire que pour les galaxies comme la Voie lactée, au milieu, 80% de la matière ordinaire a été éjectée en dehors des galaxies. Et pour les petites, c'est encore pire. Alors pour les petites, on peut dire, bon, comme par exemple une galaxie comme Messier 82, on voit le vent qui a été soufflé par les supernovae. Et pour les petites galaxies, le vent des supernovae est peut-être capable d'éjecter toute la matière ordinaire, le gaz, en dehors des galaxies. Parce que le puits de potentiel des petites galaxies naines est très petit, donc un vent de supernovae est capable. Par contre, pour les galaxies comme la Voie lactée, de 10 milliards de masses solaires, ce n'est pas possible. Alors, sur quoi on va penser? Alors ici, je vous dis aussi qu'on a d'autres problèmes, et un des problèmes cruciaux aussi, c'est lorsqu'on fait une simulation de la Voie lactée, aussi la Voie lactée avec des compagnons, on prédit dans la matière noire standard que l'on connaît aujourd'hui, des milliers de petits satellites, ce qu'on ne voit pas. Hein. On a dit au début qu'on avait une douzaine ou une vingtaine de satellites, pas plus. Donc sur quoi va-t-on compter pour éjecter toute la matière ordinaire des galaxies? Eh bien sur les trous noirs centraux que j'ai présentés au départ. Toutes les galaxies ont un trou noir central. Ici, on a une relation qu'on a observée entre la masse du bulbe central de la galaxie et la masse du trou noir qu'il y a au centre. Alors, vous voyez ici, le disque est en bleu, le bulbe est en jaune, le trou noir ici. Notre galaxie, elle est plutôt comme ça, elle a un tout petit bulbe et son trou noir, il ne fait que 4 millions de masses solaires. Pour une galaxie elliptique, comme Messier 87, dans le centre de la la Vierge, on a des milliards, 6 milliards de masses solaires dans le trou noir. Donc on voit qu'il y a une relation entre la croissance du bulbe et la croissance du trou noir. Donc on a l'impression que c'est peut-être le trou noir qui va réguler la formation des étoiles et qui va éjecter de la matière en dehors des galaxies. Et en effet, on sait que lorsque le trou noir accrète du gaz, il va libérer une énergie gravitationnelle si forte que, par exemple, lorsqu'il est dans sa phase d'activité maximum, qui est le quasar, le quasar, c'est le trou noir central qui émet beaucoup. Enfin, ce n'est pas lui qui émet, mais c'est le disque d'accrétion de gaz qui tombe dessus, qui émet beaucoup. Eh bien, un quasar peut rayonner 1000 fois plus que toutes les étoiles de la galaxie réunies. Donc, c'est énorme. Donc, cette énergie qui va être déployée va pouvoir souffler le vent le gaz de la galaxie et pour réguler la formation d'étoiles et peut-être stopper la formation d'étoiles.
Alors, le trou noir, on connaît bien celui qui est dans notre propre galaxie. Donc, je vais vous montrer comment on le connaît. Ici, on a fait un zoom. Je vous ai dit au départ que la Voie lactée avait pour diamètre 100 000 années-lumière. Ici, on a beaucoup moins, comme années-lumière. Ici, on a jour-lumière. Alors, vous voyez qu'on a plein d'étoiles au centre de la galaxie. Ça, c'était une image qui a été faite en infrarouge, parce que sinon, on ne voit rien à cause de la poussière. Vous voyez, on commence à voir des étoiles. Les étoiles sont très grosses parce qu'on n'a pas corrigé de l'optique adaptative, c'est-à-dire la turbulence de l'atmosphère. Ici, on a corrigé. Vous voyez qu'on commence à voir l'anneau de diffraction de chaque étoile qui est dû au grand télescope de l'ESO, qui est 6 mètres de diamètre. Ici, on a fait un zoom très précis autour du trou noir de 20 années-lumière. Et finalement, on a pu, en infrarouge, en suivant, vous voyez ici les années qui passent, en suivant un petit peu, regardant les mouvements propres des étoiles autour du trou noir central, on a pu voir les trajectoires. Vous voyez qu'il y a des étoiles qui ont une trajectoire qui passe très près du trou noir central et qui ont une trajectoire quasi keplérienne, un petit peu comme le Soleil et les planètes autour du Soleil, et dont le trou noir est au foyer de l'ellipse, puisque c'est une trajectoire de Kepler. Donc celle-ci, par exemple, qui est celle qui passe en jaune ici très près, l'étoile S2, nous permet de détecter la masse du trou noir. C'est ainsi qu'on a pu avoir la masse du trou noir qui fait 4 millions de masses solaires. Et aussi, ce qu'on a vu, c'est le gaz qui est en rotation, en disaccrétion. Alors là, il a fallu avoir encore plus de résolution spatiale autour du centre. On a utilisé Gravity, qui est l'instrument qui permet de faire l'interférométrie optique dans l'infrarouge. Et ici, ce que vous voyez, c'est un sursaut. Alors, ce que vous voyez, c'est toutes les étoiles qu'il y a autour du trou noir. Le trou noir est ici, dans la Voie lactée. Ces étoiles ont l'air de bouger, mais c'est simplement parce qu'elles scintillent à cause de la turbulence de l'atmosphère. Ça, c'est une image faite au sol avec le Very Large Telescope de l'ESO. Et puis, ce que vous voyez surtout, c'est un sursaut ici. Vous voyez quelque chose qui, tout d'un coup, devient brillant et puis s'éteint. Et ce sursaut, qu'est-ce que c'est ? Il tourne, c'est du gaz qui tourne autour du trou noir en à peu près un quart d'heure, 20 minutes. On le voit pendant un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être qu'il va tourner pendant 40 minutes. Il va être de l'autre côté et il va tourner. On va le voir lorsqu'il s'approche de nous. Et c'est ce qu'on a vu. Alors, on a le mouvement propre de tous ces sursauts. Vous voyez, il tourne comme ceci. Il décalé vers le rouge, décalé vers le bleu. On a pu regarder que sa vitesse était de 100 000 km par seconde. Donc, on est vraiment très proche de l'horizon du trou noir, où à l'horizon, évidemment, vous avez la vitesse de la lumière. C'est la définition de l'horizon. Donc là, on a pu s'approcher du trou noir central et voir ce qui se passait au centre de la Voie lactée. Donc, comme je le disais, une fois qu'on connaît bien cette énergie énorme qui est donnée par les trous noirs, on s'aperçoit que, lorsqu'il y a l'interaction de deux galaxies, vous allez avoir beaucoup de brassage du gaz. Voici une simulation numérique entre deux interactions de deux galaxies. Et donc, vous allez réveiller les trous noirs centraux au centre de la galaxie, en faire un plus gros, parce que le trou noir au centre vont fusionner. Et ce trou noir va être à l'origine d'un quasar qui va éjecter tout le gaz de la galaxie. Donc c'est ainsi qu'on explique pourquoi 80% du gaz des galaxies est en dehors des galaxies. Il est peut-être dans les filaments, mais on a perdu le gaz des galaxies grâce aux trous noirs qui ont éjecté le gaz. Donc finalement, j'en conclus que vous voyez un petit peu la naissance des galaxies qui est due juste après le Big Bang à toutes les particules que l'on voit dans le plasma qui ensuite se recombinent, forment de l'hydrogène, forment les premières étoiles. Et aujourd'hui, on en est ici, en train de regarder comment les galaxies se forment, continuent à évoluer, et puis certaines sont mortes, elles sont des galaxies elliptiques. Alors au début, c'est très facile parce que l'univers est quasi-homogène, c'est linéaire, on peut le faire avec des équations, mais ici c'est très complexe, on a des multiphases, on a la formation d'étoiles, on a quelque chose qui est très non linéaire et qu'il faut uniquement étudier par des simulations numériques. Donc en conclusion, vous voyez que les galaxies peuvent naître très tôt, près du Big Bang, peut-être 500 millions d'années, même 100 millions d'années, avec le James Webb, on pourra voir ça. Et puis, ils s'en forment encore, beaucoup plus denses. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est de quoi est faite la matière noire. On va peut-être l'apprendre en faisant des simulations numériques et voir, par exemple, que les halos de matière noire avec les matières noires froides, qui est le modèle standard aujourd'hui, ne marche pas bien parce qu'on prédit énormément de satellites autour de la Voie lactée que l'on ne voit pas. Donc toutes ces simulations permettent de contraindre les modèles de matière noire
et aussi les modèles d'énergie noire. Donc ça, je n'en parlerai pas, ce sera peut-être l'occasion d'une autre conférence. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions ? Bonjour. Bonjour. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ce qui est théorique, disciplinaire, voilà, mais j'ai quand même une question. C'était marqué sur la première diapo, vous êtes Françoise Combe, c'est bien ça, si je ne me trompe pas. Oui, voilà. À l'échelle de l'univers aussi, on pourrait dire que vous êtes fraîchement médaillé du CNRS, je crois, aussi, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de vous, votre parcours et peut-être qu'avez-vous recherché, qu'avez-vous trouvé Oui, parce que je sais bien que votre conférence était pour les jeunes et la science, puis les femmes et la science. Donc je voulais montrer un petit peu ce qui se passait dans l'espace, mais pas comment on parvenait à faire une carrière en astrophysique. Donc je vous ai quand même montré qu'il était possible de faire une carrière, même en tant que femme. C'est déjà une démonstration. Mais donc quel est en fait mon parcours, hein, si vous voulez. Moi, j'étais pas du tout, lorsque j'étais jeune, orientée vers l'astrophysique, comme beaucoup de mes collègues qui regardaient le ciel même dans leur jardin, mais ce n'était pas mon cas. Mon cas était surtout de m'intéresser à la science, la recherche en général. J'étais fascinée par les gens qui faisaient des grandes découvertes, qui pouvaient révolutionner nos idées sur le monde. Et lorsque, à la fin des études à l'école normale supérieure, j'avais des professeurs qui nous ont inspirés en montrant un petit peu le milieu interstellaire, comment se forment les étoiles. Et tout d'un coup, j'ai réalisé qu'on pouvait faire quelque chose encore sur l'univers, notre connaissance de l'univers, qu'il y avait énormément de choses à découvrir. Donc j'étais séduite il fallait choisir un sujet de thèse de 3e cycle à l'époque. Donc il y avait Avery Schatzman qui était en train de regarder des modèles symétriques de Big Bang entre la matière et l'antimatière. Alors il y a un problème qui est toujours présent aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit excès de matière sur l'antimatière au départ, mais qui est de 1 milliardième. Et on ne sait toujours pas aujourd'hui pourquoi, parce que quand on regarde le CERN et tous les accélérateurs de particules, il y a parfaite symétrie entre matière et antimatière. Donc à partir du Big Bang, où il n'y a pas encore de particules que de l'énergie, on aurait dû former des particules de matière et antimatière avec une parfaite symétrie. Donc c'est ça qui m'avait passionné au départ, montrer pourquoi on pourrait peut-être faire un univers qui serait symétrique. Donc il y aurait en gros des galaxies de matière, des galaxies antimatière de l'autre côté. Et ça, c'est un modèle on a contribué à ce modèle en montrant que dans le Big Bang, la nucléosynthèse des éléments, l'hélium, le deutérium, ne se faisait pas comme prévu, et donc ça ne pouvait pas se passer comme ça. Donc c'était déjà un premier pas, mais qui m'avait convaincu que la recherche en astrophysique est passionnante. Et au long des années, ça a toujours été le cas. J'ai quand même changé de sujet après ce premier pas, et puis ensuite dirigé vers les observations. Donc l'astrophysique, c'est un métier qui est beaucoup observationnel aussi. On a observé aux États-Unis, au Japon, etc., parce qu'à l'époque, les longueurs d'onde millimétriques n'existaient pas en France. Donc on a observé les molécules dans les millimétriques. Dans les années 70-80, c'était la recherche de molécules nouvelles. Alors, il faut savoir que dans le milieu interstellaire, il y a énormément de molécules organiques. Donc on en a découvert un certain nombre, acétone, CCD, etc. Et donc on a contribué à comprendre le milieu interstellaire. Et puis peu à peu, on a franchi quelques étapes, on a beaucoup évolué, on a fait des simulations numériques, des galaxies en interaction au départ, entre deux campagnes d'observation. On faisait des simulations numériques sur des computers qui étaient très rudimentaires par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui. Et aujourd'hui, on peut simuler tout l'horizon de l'univers avec des milliards de particules. Donc je pense que ce parcours montre qu'il est possible de réaliser en fait son rêve, d'essayer de connaître un peu plus comment dans l'univers les structures sont formées, comment on forme les étoiles, comment on forme les planètes. Aujourd'hui, on connaît depuis 25 ans 6000 planètes extrasolaires. Donc on sait qu'on peut étudier leurs atmosphères, leur physique, etc. Est-ce qu'il y a une planète qui ressemble à la Terre ailleurs? Tout ça, c'est des questions qui sont passionnantes. Et donc,
Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un petit peu le genre de parcours que j'ai effectué. Merci. Il y a d'autres questions? Pour rester un peu dans le thème des femmes dans la science, pour faire de l'astrophysique, il faut avoir fait de la physique. En physique, il y a extrêmement peu de femmes qui vont vers cette direction-là. Beaucoup plus en chimie, beaucoup plus en biologie. Est-ce qu'il y a des choses qui se mettent en place pour féminiser ce domaine? Et est-ce qu'on sait pourquoi les femmes vont moins vers la physique que vers d'autres matières scientifiques? Oui, donc ça c'est un grand mystère si on peut dire, mais enfin on sait, on a quelques idées pour savoir, c'est que ce sont quand même des sciences dures qui sont réputées masculines, réputées. Tout ça c'est des stéréotypes et ça fait partie de la culture qui est donnée au niveau de l'école, même l'école primaire, l'école secondaire. Il est réputé que les femmes ont un aspect plus soft en quelque sorte, donc en effet biologie, chimie, de l'expérience, alors que les idées plus mathématiques, les mathématiques déjà sont des théories assez dures et supposées. En fait, c'est pas vrai du tout, bien entendu. Je connais beaucoup de jeunes femmes qui sont formidables en maths. Il y en a qui ont eu la médaille Fields, donc un prix Nobel de mathématiques. Donc en mathématiques, les jeunes femmes sont très bonnes. Et c'est un préjugé de le penser, d'un stéréotype. Mais lorsque cette culture, c'était à l'état, c'est à petit âge, hein, je dirais même en primaire et secondaire, qu'il faudrait changer les stéréotypes. Et ça va et ça vient, mais je pense que quand j'ai commencé la carrière, on avait plus de femmes qui se dirigeaient vers ces thématiques, peut-être 30%. En physique et en astrophysique, il y en avait 30%, et ça commence à diminuer. Alors pourquoi? Parce que peut-être les préjugés et les stéréotypes recommencent à revenir encore plus, donc on essaie de les combattre. Mais ça, c'est au niveau des professeurs, au niveau des programmes. Quand on regarde des programmes où on voit que les métiers qui sont proposés, on voit l'homme qui fait des calculs d'ingénieur, etc., et la femme qui va dans un hôpital faire être soignant ou infirmière. Je pense que c'est à ce stade-là les exemples qui sont donnés en primaire, en secondaire, qui font les stéréotypes et qui font la culture, qui fait que une jeune femme va dire non, c'est pas un métier pour moi. En fait, c'est pas vrai du tout, du tout. Elles sont très bonnes. On voit même qu'au niveau des études de baccalauréat, de l'enseignement supérieur, les femmes réussissent mieux, 55-60% réussissent aux examens beaucoup mieux que les hommes. Ce n'est qu'après qu'ensuite elles vont dans des directions différentes. Donc je pense que c'est dû à des préjugés. On essaie d'aller en contre, mais c'est difficile. Et au niveau de la recherche plus tard, ce qu'on voit, c'est qu'il est de plus en plus difficile d'avoir un poste permanent aujourd'hui. Autrefois, on faisait une thèse et puis peut-être 2 ans de postdoc, et après on avait un poste permanent pour s'établir. Aujourd'hui, c'est plutôt 6 ou 7 ans de postdoc avant d'avoir un poste permanent. Et à ce moment-là, s'il faut aller dans beaucoup de pays, aller avoir un postdoc, avoir un job un petit peu plus précaire, puisqu'il faut demander un autre postdoc tous les 2 ans, c'est pas très favorable pour qu'une femme puisse s'établir, fonder une famille, etc. Donc on pense que le recul qu'on a vu ces dernières années est peut-être dû à ça, et on essaie, donc il y a une tendance au ministère, au CNRS, de prévoir des postes un petit peu, entre guillemets, ce qu'on appelle tenure track aux États-Unis ou dans les pays anglo-saxons, c'est-à-dire on prévoit un postdoc qui peut être permanent, presque une voie qui, si tout se passe bien, verra un poste permanent. Donc quelqu'un qui s'engage est sûr de trouver quelque chose au bout. Donc ça, je pense que ça permettrait de retenir plus de jeunes femmes dans la recherche. Donc je pense qu'il y a quand même des actions qui sont menées, mais il faut peut-être prendre le problème à la racine, les préjugés, les stéréotypes, et ça c'est très difficile, ça prend du temps. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Du coup, bonjour. Vous avez parlé vers la fin vous aviez montré un diagramme où
enfin, qui montrait la matière réelle. Oui, le contenu de l'univers avec la matière ordinaire qui fait 5% et la matière noire 25%. C'est ce diagramme que vous faites allusion. Oui. C'est quoi la différence entre la matière noire et l'énergie noire? Alors l'énergie noire, ce n'est pas de la matière, ce n'est que de l'énergie. Donc on a été obligé de l'inventer, cette énergie noire, en 1998. Vous voyez qu'elle a un peu plus de 20 ans, c'est assez jeune. On s'est aperçu en 1998 que l'expansion de l'univers, au lieu d'être décélérée, était accélérée. Alors pourquoi elle devait être décélérée? On pensait qu'il n'y avait que de la matière dans l'univers jusque-là, et donc la matière par gravité attire. Donc si vous jetez une pomme en l'air, elle va retomber par sa propre gravité. C'est pareil pour l'univers. L'univers est une explosion de Big Bang, si vous voulez, et la gravité va décélérer l'expansion. Donc on pensait que l'expansion n'était que décélérée. On s'est aperçu, avec un autre indicateur de distance, qui sont les supernovae, que finalement l'expansion de l'univers s'accélère, est de plus en plus grande. Donc il nous fallait une force répulsive et non pas attractive comme la gravité. Et donc cette force répulsive, c'est l'énergie noire, qui a une pression négative par rapport à sa densité d'énergie et qui nous fait une répulsion. Donc c'est quelque chose qui est réparti de façon homogène alors que la matière, elle est concentrée dans les filaments, dans les galaxies. Donc l'énergie noire, elle est partout homogène et elle a sa force répulsive qui crée l'accélération. À part ça, on ne sait pas du tout de quoi elle est faite. Ça pourrait être une constante cosmologique, ça pourrait être n'importe quoi, mais vous voyez, c'est l'observation qui a rendu cette existence d'énergie noire nécessaire, mais on ne sait pas de quoi elle est faite. D'accord, merci. C'était la dernière question, on n'a plus trop le temps d'en prendre d'autres. Une petite information avant de partir, la plénière a été décalée à 13h. Voilà, c'est pas 12h45 mais 13h. Merci.